Tu veux devenir un héros de la vente? En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site lhéros-de-la-vente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans ce nouvel épisode, j'invite Jocelyn Jobert pour nous parler de sa stratégie de carrière. Jocelyn est passé par Payfit, une célèbre scale-up de l'écosystème, à Cobra, une startup spécialisée dans les commissions des commerciaux qui est au début de son aventure. Nous allons voir avec Jocelyn comment faire le bon choix quand on veut choisir son entreprise et rejoindre une startup à ses débuts. Quels sont les avantages et les difficultés d'être le premier commercial d'une jeune entreprise? Et enfin, comment évangéliser un marché concurrentiel? Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais 2 entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis, waouh, c'est hyper simple, c'est pas cher, je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn. Jocelyn, salut. Salut Alexandre, comment vas-tu? Écoute, très bien. On va démarrer l'épisode par une nouvelle question que je pose aux invités. En fait, ça va te permettre de te présenter, mais sous un format un peu plus original. Donc, je demande aux invités maintenant de pourquoi les auditeurs devraient te connaître. Ok, j'adore les nouveautés. Et en plus, c'est une question assez difficile. Pour me présenter rapidement, donc Jocelyn, je suis le premier sales chez Cobra depuis 1 an. Chez Cobra, on fait un logiciel qui permet d'aider à la performance et à la rétention des commerciaux en calculant leurs commissions. Et avant ça, du coup, j'étais chez Payfit pendant 2 ans. Donc Payfit, qui est une super école de vente où j'avais fait SDR d'abord et ensuite AE. Et donc, SDR et AE, pour les auditeurs, c'est chasseur et plutôt closer. C'est ça exactement. Donc le cycle de vente, généralement, il est séparé en 2 parties. Les SDR, en fait, ils vont faire de la prospection téléphonique pour prendre des rendez-vous. Et ensuite, ces rendez-vous, ils vont être faits par des AE qui vont faire une démonstration du produit et aller jusqu'au closing. Donc voilà, c'est là-bas que j'ai tout appris. Ouais, c'est vrai que Payfit a cette réputation effectivement d'avoir testé beaucoup de choses dans la vente, d'avoir associé le growth hacking avec le marketing et la vente, et ça devait être une très belle école de vente. C'est ça, et puis surtout, Ouais. on était une super team, on se marrait bien, on s'amusait bien, on testait de nouvelles choses, comme tu dis, donc ouais, c'est une bonne expérience. Ok, t'es resté combien de temps là-bas? J'ai fait un peu plus de 2 ans du coup chez Payfit. Ok, et là chez Cobra, tu es arrivé. Et là, chez Cobra, ça fait 1 an. Je viens de fêter mon Cobra anniversaire la semaine dernière, tu Ok. vois. Donc voilà, 1 an dans l'aventure. Oh, bon, ok, très bien. Écoute, merci Jocelyn, ça nous a permis de comprendre un peu pourquoi on va parler de ce sujet aujourd'hui, qui est un sujet pour les business développeurs qui se posent des questions sur leur carrière et comment évoluer. Alors j'ai fait un épisode sur comment gérer sa carrière de manière stratégique dans la vente. On sait aujourd'hui que dans la vente, il y a une pénurie des talents. Donc les gens qui ont une stratégie de carrière, souvent c'est des gens qui vont pouvoir avoir des bons salaires, tout simplement, et puis des expériences passionnantes. Donc toi, tu as fait le choix d'aller d'abord dans ce qu'on appelle les scale-up, c'est-à-dire Payfit, c'est une startup qui a été en pleine croissance et qui a performé sur le marché, qui était très connue pour ça et qui est toujours très connue pour ça. Et tu as fait le choix d'arriver sur une aventure donc qui est plutôt une startup en démarrage, où il y a beaucoup de choses à faire, où j'imagine que vous avez moins de spécialisation dans les équipes. Donc tu vas nous expliquer
pourquoi tu as fait ce choix de passer d'une scale-up à une startup. C'est un peu aussi comme les business développeurs qui passent d'une grande entreprise à une plus petite entreprise. Donc déjà, première question, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet? Alors pourquoi parler de ce sujet? Parce que, bah, justement, en fait, quand je suis arrivé, chez Cobra, en tant que premier sales, je cherchais du contenu d'autres personnes, qui avaient fait la même chose que moi, en fait, donc qui étaient les premiers vendeurs dans une entreprise avec un marché à évangéliser et en fait, voilà, j'ai trouvé des contenus qui m'ont pas mal aidé. Par exemple, Coralie, chez Salesloft qui avait fait un podcast, Oui. voilà, je trouvais ça assez intéressant, d'écouter ça et je voulais partager mon expérience aussi pour toutes les personnes qui pourront, être amenées à être premier sales, premier ou première sales et aussi aux fondateurs en fait qui montent une start-up, et qui sont amenés à faire leur première vente de produits parce que, on est dans les héros de la vente, ici. On sait qu'une start-up, c'est, non seulement faire un bon produit, mais c'est surtout, le vendre et voilà donc je voulais partager cette expérience. Ouais, alors Cobra, on a reçu Antoine, donc, qui est le fondateur de Cobra, hein, sur le podcast, où on a parlé justement du sujet des commissions, du commissionnement des commerciaux. Donc là, on va pas forcément parler de ça, on va plutôt parler effectivement de la différence entre une startup en construction et une entreprise déjà établie comme les Payfit. Donc déjà, première question, comment tu as rencontré Cobra et à quel moment tu étais toi dans ta carrière et quelle a été déjà ta première relation avec Cobra, ta première approche? Est-ce que c'est eux qui t'ont démarché? Est-ce que tu les as rencontrés lors d'un rendez-vous? Ouais, c'est une bonne histoire, à raconter. En fait, donc chez Payfit, tout se passait bien et je savais quand même que, pour ma prochaine expérience, j'avais envie d'aller dans une start-up au tout début. Ça venait du fait que, quand j'étais arrivé chez Payfit, donc c'était déjà au stade de scale-up, il devait y avoir 200-250 employés. On était déjà une bonne vingtaine dans la team sales en France, et je me suis toujours dit: «Mais ça devait être incroyable, pour, les 20-30 premiers qui sont arrivés» et j'avais envie de vivre ça, en fait. Donc j'avais ce souhait, au bout de 3 ans peut-être d'aller tenter, l'aventure dans une startup très très early stage et du coup, comment j'ai rencontré Cobra? C'est un ami à moi, en fait, qui connaissait, les fondateurs de Cobra, donc Antoine, qui est le CEO, Tanguy, le CTO, en particulier et hem et en fait, un jour, il me dit: «Bon, j'ai un pote qui cherche un premier sales, est-ce que tu pourrais t'intéresser?» Ce à quoi je lui réponds: «Non, c'est trop tôt encore, mais pourquoi pas aller prendre un verre avec lui et discuter, ce sera toujours intéressant d'apprendre des choses» et j'y vais. En fait, Antoine, m'a envoyé un message dans les 30 secondes après que je dise non à mon ami. Il m'avait quand même envoyé un message sur WhatsApp. Et donc j'y vais, on prend un verre avec Antoine et puis là, ça a été le coup de foudre, direct, le produit m'a parlé. La semaine d'après, je suis allé rencontrer, du coup, le reste de l'équipe. Donc il y avait, heu, donc Tanguy, le CTO, Axel, le CPO, qui était chez Payfit aussi, un petit peu de temps avec moi et Fuego du coup, qui est le 1er développeur de Cobra et pareil, j'ai vu le produit, je me suis dit: «Bon, ça coche quand même pas mal de critères donc allons-y», un peu plus tôt que prévu, voilà, je le sentais bien et j'ai tenté l'aventure. Ok. Tu, ton souhait quand tu t'es rentré chez Payfit, tu t'es dit donc ah, ça devait être super d'être dans les premiers bizdev. Pourquoi tu te disais ça? Qu'est-ce que tu te disais? Quel est le fait d'être dans les premiers bizdev? Je sais qu'il y a une notion, par exemple, de tu peux peut-être avoir des parts, des actions dès le début, alors que c'est plus compliqué quand tu arrives dans une boîte qui a déjà 200 personnes qui a déjà levé des fonds. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses? Alors oui, déjà, il y a ça clairement, ce bonus-là en plus qui est, d'avoir des parts dans la société quand on arrive très tôt Ouais. et c'était surtout le souhait en fait, moi, j'aime quand les choses changent beaucoup, quand les choses vont vite et donc déjà dans une scale-up comme Payfit, j'avais la sensation que les choses allaient plus vite que dans une entreprise, normale, un grand groupe
Et là, en arrivant chez Cobra, c'est encore plus en fait. Comme la startup est très early stage, bah, tout change tout le temps. C'est ça que j'adore en fait, être dans une situation où bah, c'est un petit peu inconfortable. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, parfois des mauvaises nouvelles aussi, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Et on a l'impression de vivre bah, en un an beaucoup plus que ce qu'on pourrait vivre dans d'autres entreprises. Ouais. Moi, Donc ça qui j'ai est top, je trouve. j'ai vécu un peu l'inverse, c'est-à-dire j'ai vécu le fait d'être d'abord dans une PME, ensuite d'avoir créé ma startup et d'être le premier sales de ma startup. Et là, récemment, j'ai fait la dernière année plutôt dans une scale-up où il y avait déjà 150 personnes établies, etc. Donc j'ai vu la différence entre les deux structures. Euh, une des choses que tu peux te demander quand tu fais ce choix-là, c'est le risque on va dire, de mort d'une startup en début d'activité est très important. Tu vois, on dit en gros que les trois quarts, 75% des boîtes en création vont pas passer le cap des 3 années. Donc, comment tu t'es dit, comment faire le bon choix en fait quand tu veux rejoindre une startup qui est au début? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as analysé en fait, puisque tu avais déjà l'expérience de PayFit, tu savais on va dire les fondamentaux qui fonctionnent. Voilà, qu'est-ce que tu regardes quand tu veux rejoindre ce type d'entreprise? Bah, alors je pense que, en effet, il faut accepter déjà ce constat qui est, bah, qu'on prend un risque. Alors après on prend un risque, plus ou moins mesuré parce que, bah, on peut se dire: «Au pire, c'est pas grave si ça plante, je retrouverai un autre job après». Mais en tout cas, il faut accepter que oui, il y a beaucoup de chance et qu'il y a même peut-être plus de chances que, ça soit un échec plutôt que ça soit un succès. Et après, pour choisir, la bonne startup parce qu'en effet, donc j'ai raconté comment, je suis entré en contact avec Antoine et avec Cobra, mais je regardais en fait, j'étais un peu en veille justement sur d'autres startups, très early stage qui pouvaient m'intéresser. Ce qui m'a fait choisir Cobra, c'est premièrement l'équipe. En fait, faut se dire: «Bon, bah, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là». Et 2e chose, c'est le projet en fait. Et là, en l'occurrence, c'était un sujet qui me parle, ce qu'on fait chez Cobra sur les commissions, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, c'est ça qui m'a donné envie de devenir commercial. Pour la petite histoire, en fait, quand j'étais étudiant, je faisais, livreur Deliveroo. Et du coup, quand on est livreur Deliveroo, on a, bah, en fait un dashboard sur l'application avec, l'argent qu'on gagne à chaque course. Et du coup, avec des courses qui sont plus ou moins pondérées, en fait, ça marche vraiment comme un système de commissionnement. Et je trouvais ça méga excitant en fait bah, d'avoir en fait sa cagnotte qui augmentait à chaque action qu'on faisait. Et je me disais, bah, j'ai envie de retrouver ça dans mon métier après. Donc c'est ça qui m'avait donné envie de devenir commercial, entre autres raisons. Et puis aussi, l'autre chose qui me parle beaucoup dans le projet, c'est que bah, en fait, c'est pour aider les commerciaux en fait qu'on fait ça chez Cobra. Et ça me touche aussi parce que bah, c'est un métier que j'adore, le métier de commercial, et qui souffre quand même encore en France peut-être plus que dans d'autres pays d'une mauvaise image en fait, l'image qu'on connaît tous du commercial en cravate rose, qui fait du porte-à-porte et tu vois qui prend des bavettes frites le midi. Euh, Alors qu'en fait, c'est un métier incroyable qui, qui apprend plein de choses et qui permet de se développer. Et, euh, et c'est vrai que souvent, pendant les études, on est poussé à aller vers d'autres métiers que ça, en fait, qui peuvent être plus prestigieux socialement, type du conseil, de la finance, d'autres choses que j'avais testé en fait auparavant en stage et qui me parlaient pas du tout. Et donc du coup, ça m'a parlé de dire bah on fait quelque chose pour aider les commerciaux qui est un métier quand même aussi hyper important parce que c'est les commerciaux qui permettent de partager l'innovation, d'aller résoudre les problèmes chez les personnes qui ont pas le temps de les résoudre. Et voilà, c'est ces raisons-là en fait qui m'ont fait choisir Cobra. Et selon moi, c'est ça qui doit être le plus important. Après, euh,
voilà, faut peut-être pas trop se poser de questions non plus. Ça doit être une part d'instinct aussi. Oui, après, de toute façon, c'est compliqué de prédire l'avenir parce qu'il peut se passer plein de choses, hein, mais tu as quand même regardé les fondamentaux, un peu comme un investisseur. Hein, tu as regardé l'équipe, Exactement. le produit, le marché. Tu t'es dit aussi, voilà, moi j'aimerais bien travailler pour aider les commerciaux parce que c'est sans doute là aussi où tu as beaucoup progressé puisque tu vas Mm. échanger avec tes pairs. Donc c'était finalement une bonne analyse. À un moment donné, tu as dit tu faisais de la veille sur les startups en early stage. Comment tu as fait cette veille? C'est t'as regardé plutôt des boîtes qui étaient dans un marché de la tech ou plutôt des boîtes qui étaient justement sur le secteur des commerciaux comment tu as fait cette veille? Alors en gros, c'était regarder toutes les levées de fonds Ok, en précis, en site qui se faisaient. C'était répondre à des messages de recruteurs en fait, ou plutôt de fondateurs qui cherchaient des premiers sales, commencer des échanges avec eux. Et c'est vrai que bah, souvent il y avait un petit moins en fait, ou alors voilà, ça cochait pas tous les critères. Puis en effet, donc ça passait aussi quand j'ai fait mon choix par des éléments un peu plus tangibles, comme tu disais qu'un investisseur pourrait regarder. Là, en l'occurrence, du coup, il y avait déjà un précide qui avait été fait, avec derrière des bons investisseurs, que ce soit du coup chez Partout ou chez Didomi qui aidait vachement le projet. ah oui, Il y avait du coup partout, déjà des... Didomi ont investi dans la boîte. C'est ça. Ouais, ils sont Et passés dans en le fait, surtout, podcast ils aussi. étaient hyper présents. Raphaël Boukris, Ouais, Thibaut Renouf, Clément Bouillot, qui étaient hyper présents pour aider au début. Antoine, du coup, qui avait déjà signé des beaux premiers clients, donc une dizaine, dont des clients, tu vois, moi, qui me faisaient rêver de signer, type Jim Lee, Welcome to the Jungle. Et en fait, surtout au début où on a commencé les échanges, en fait, il était en train de d'être sur le deal Doctolib, donc qui n'était pas encore signé quand j'ai fait mon choix, mais ça, je me disais bon bah si Doctolib devient client Cobra, ça devient voilà un énorme client, ouais, le c'est vrai clair. client flagship qui est une super référence. Donc en fait tout ça c'était des éléments assez rassurants. Et puis en fait il y avait aussi le fait de comparer avec ce qui se faisait aux US. Donc on a des concurrents aux US qui ont été créés en 2017, 3 ans avant nous, qui cartonnent en fait là. Ok. Donc le marché est un petit peu plus évangélisé là-bas. Et puis voilà, il y a Capti et Taiku par exemple qui est devenu licorne là en début d'année. Et puis en fait, souvent sur les sales, c'est peut-être vrai sur d'autres marchés, mais en général aux US, ils ont 2 ou 3 ans d'avance. Donc il y avait ça aussi qui rentrait dans ma décision. Et après, ça, c'est des éléments qui peuvent paraître un petit peu plus rationnels. De là à dire que j'étais sûr que ça allait faire une grosse boîte, ça reste après une conviction personnelle. Je Ouais. suis convaincu que ça va faire une grosse boîte. Euh, mais voilà, si moi ou n'importe qui avait la recette exacte pour savoir quelle startup allait devenir licorne ou pas, Et oui, de toute façon, euh, c'est quasiment ça, impossible. Mais encore une c'est ça. fois, il faut vérifier quelques petites choses avant de s'engager dans l'aventure parce que c'est des aventures qui peuvent durer plusieurs années. Exactement. Et puis il faut être convaincu parce que Oui, pareil, on sait tous que un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a 200% confiance dans la boîte et dans le produit qu'il vend. Donc oui, ça c'est la première case à cocher, peut-être d'être convaincu de ce dans quoi on s'embarque. yes. Donc, tu as fait ce choix-là de rejoindre l'aventure. Tu es arrivé donc premier commercial chez Cobra. Quels sont les premiers avantages que tu as perçus en étant premier commercial, là où chez Payfit, tu es arrivé et tu étais je sais pas combienième commercial, mais tu Ouais, devais... Ouais, c'est ça, ça devait être quand je suis arrivé chez Payfit, on doit être une quinzaine de SDR, une dizaine ok. d'AE. Ouais, donc tu avais déjà Euh, une bonne vingtaine de personnes avant toi. ouais, c'est ça. Ouais. Mais Ok. ce qui était top en fait, parce que c'était ma première expérience en tant que commercial, et c'est bien en fait d'arriver dans une structure pour apprendre Ok. quand on n'a jamais fait ces métiers-là. Et là en fait, c'est vrai que j'avais envie de justement aussi de me tester sur un nouveau produit, de me tester. Il y avait un peu ce challenge-là aussi de me tester dans des conditions bah, voilà en fait difficiles, c'est-à-dire un peu on y va, on va à l'attaque et on a tout le marché devant soi. Donc ça qui est top quand on commence, ça fait partie des avantages d'être premier sales, c'est que on a un peu tout le champ des horizons possibles devant soi. Euh,
puis après, ce qui est super aussi, en fait, bon, alors ça, c'est plus être parmi les premiers employés d'une boîte, mais c'est que on voit et on participe aux décisions stratégiques, on voit les levées de fonds, comment se construit une boîte, en fait, vraiment au tout début. Et puis, on voit le produit aussi qui grandit vite, qui évolue vite, qui est flexible au début. Donc voilà, ça c'est top. Et là, ce qui vraiment, en fait, j'étais venu pour ça au début, mais là maintenant, on doit être une vingtaine chez Cobra, et au fur et à mesure que les gens arrivent, ça crée vraiment du coup une ambiance et une culture qui est de mieux en mieux, quoi. On devient petit à petit bah, j'ai envie de dire une vraie entreprise avec voilà, avec des plus grands bureaux, avec plus de monde. Euh, et voilà, moi j'étais venu vraiment pour vivre cette aventure-là, en fait, Ok, d'être dans un bateau qui continue de s'agrandir tout le temps, qui se développe tout le temps. ok, donc vous êtes une vingtaine là en ce moment. C'est ça. Ok, c'est bien. Ouais, quand j'ai interviewé Antoine, je pense qu'ils étaient les fondateurs, c'est tout. Donc c'est bien en un an ou deux de passer à 2 à 20, c'est une belle perf, ouais. C'est ça. Donc là, tu nous as parlé des avantages et ensuite, tu as aussi dû avoir quelques difficultés par rapport à justement ton aventure précédente. Quelles étaient-elles? Ouais, alors c'est clair qu'il y a des difficultés également. La première, je dirais que c'est d'être seul quand on est Ouais, commercial. C'est quand même un métier qui est plus agréable quand on est en team, quand on est plusieurs, à se motiver ensemble, à partager les victoires ensemble, à parler aussi des défaites, de ce qui va pas ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'était difficile aussi de passer d'une équipe où, quand je suis parti chez Payfit, on devait être plus d'une centaine, voire 150 dans l'équipe commerciale, avec plein de potes et une ambiance, une culture vraiment qui est super, à faire commercial tout seul. Donc, euh, donc là-dessus, c'est clair que ça fait partie des difficultés et il faut vraiment pas mal s'entourer du coup des autres membres de l'équipe et puis réussir à être organisé pour toujours être consistant dans sa prospection, dans tout ça et voilà réussir à bien s'organiser pour se motiver. Pas hésiter peut-être aussi du coup à parler en fait avec d'autres sales dans d'autres boîtes pour partager justement sur les bonnes pratiques qu'eux ils testent, tout genre de choses. ok, Et l'autre chose qui était un petit peu difficile, ouais, c'était moi j'étais habitué, du coup on en a parlé au tout début du podcast, mais en fait à avoir un cycle de vente divisé, donc soit faire que de la prospection et passer sa semaine entière à faire de la prospection, soit faire que le métier d'AE, donc avoir des démos et faire du closing. Et en fait, ce qui est un peu compliqué quand on passe en sales full cycle, donc full cycle, c'est faire tout le cycle de vente, on démarche nous-mêmes nos prospects, on fait tous les rendez-vous jusqu'à la fin, jusqu'au closing. C'est que du coup, ça fait un accordéon, j'ai envie de dire, dans la prospection, c'est-à-dire, disons, semaine 1, on n'a aucun rendez-vous, du coup, on va faire que de la prospection. Donc très bien, on prend des rendez-vous. Mais en fait, semaine 2, du coup, on a les rendez-vous qu'on a pris en semaine 1, donc on a moins le temps de faire de la prospection. Du coup, en fait, semaine 3, on se retrouve encore sans rendez-vous, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment un des dangers, en fait, quand on arrive en sales full cycle comme ça, c'est un moment de se retrouver sans pipe. ouais, c'est vrai que quand tu es au début d'une aventure, tu gères effectivement tout, quoi. Hein. Voire même, c'est toi qui vas aller scraper des leads, faire tes bases de données. Ensuite, c'est toi qui vas les prospecter. Ensuite, c'est toi qui vas les closer. Et tu vas parfois même faire la prévente hein, ou la formation, parce que dans la boîte, vous êtes 4 ou 5 et t'as pas le choix. Et donc ça, c'est une grosse différence par rapport à une boîte déjà établie, où les tâches vont être spécialisées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est notamment pour les juniors, ceux qui sont en début de leur carrière, c'est de voir qu'est-ce qui leur plaît dans le cycle de vente. Est-ce que c'est la prospection? Est-ce que c'est plutôt le closing? Est-ce que c'est la prévente? Ça permet aussi de se situer dans la prochaine étape en disant bah tiens je préfère plutôt m'orienter vers un poste d'AE ou de customer success ou de chasseur quoi. Tout à fait. Et puis aussi, c'est super important au départ, que ce soit pour des fondateurs ou pour des premiers sales, parmi les 4-5 premiers sales
d'une boîte de faire tout le cycle de vente, de comprendre vraiment tout de A à Z, où sont les frictions, etc. Donc c'est Ok. essentiel en effet. Ouais. Ok. Et quels sont les conseils que finalement tu donnerais à Jocelyn il y a un an? Ouais. Bah, ça rejoint le point d'avant, c'est prospecter tous les jours Ok. en fait. Parce que en fait, pour moi, tout découle du pipe qui est créé. C'est-à-dire, si tu es sûr que tu prends un rendez-vous par jour, tout le reste suit en fait. Tu auras assez de rendez-vous, tu auras assez de démonstrations qui sont faites toutes les semaines, donc assez de clients dans ton pipe qui sont dans chaque stage et surtout bah, du coup des clients chauds constamment. Et en fait, du coup, bah, c'est tout simplement voilà, tous les jours prospecter, se bloquer des créneaux dans la semaine où on fait rien d'autre. Il y a rendez-vous interdit et on doit faire de la prospection. Et en fait, tant que tant qu'on prend toujours des rendez-vous, tout le reste suit. Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours remplir le pipe de rendez-vous. C'est ça. Donc vous, votre organisation dans la semaine, c'est, tu dis, tu bloques des créneaux, c'est quoi? C'est une C'est fois ça, par pareil. jour, 2 heures, c'est de la prospection tel, la prospection mail. Comment vous êtes organisé? Alors, pour la prospection, en effet, on fait multicanal. Ok, On fait beaucoup de téléphone quand même. ouais, Alors chez Cobra, du coup, on a beaucoup d'outbound quand même. On a un tout petit peu d'inbound. Donc, pareil pour les auditeurs qui connaissent pas forcément ces termes, l'outbound, c'est aller chercher des clients ouais, en sortant en fait. Donc du coup, des clients qui connaissent pas Cobra et on les appelle, on leur envoie des mails pour prendre un rendez-vous avec eux. Les clients inbound, c'est ceux qui ont entendu parler de nous, qui viennent sur notre site et qui demandent un rendez-vous avec nous. Donc nous, on fait beaucoup d'outbound, donc beaucoup de prospection. Et c'est ça, c'est multicanal. Donc on utilise Outreach pour faire des séquences et envoyer des mails et faire des touches sur LinkedIn aussi. ok, Euh, avec des appels entre tout ça, et puis c'est souvent les appels en fait qui déclenchent les rendez-vous. Et donc du coup là-dessus, bah, là maintenant on est 5 dans la team. Ce qu'on a organisé par exemple, c'est tous les mardis pendant 2 heures, on call ok. tous ensemble. C'est obligatoire, pas de rendez-vous sur ces plages-là. Et puis ensuite après individuellement, on, on prospecte tous les jours, quoi. D'accord. Ok. Ok, très bien. Merci pour ce feedback sur votre organisation de prospection. Euh, Aujourd'hui, vous devez quand même aller sur un marché à évangéliser, hein. C'est un peu le marché de la sales tech. Alors, on voit de plus en plus de solutions apparaître pour aider les commerciaux. Donc, vous êtes sur la partie revenu, hein, sans doute une des parties les plus importantes pour le commercial. Comment il va obtenir ses commissions, comment ça va être bien évalué. Donc Mm. aujourd'hui, vous avez aussi un rôle, et c'est sans doute un de tes rôles, hein, en tant que premier sales, c'est d'évangéliser ce marché. Donc quelles sont un peu les techniques que tu as utilisées ou que tu utilises aujourd'hui pour évangéliser ce fameux marché? Bah, du coup, en effet, c'est un marché bah, sur lequel c'est pas évident en fait pour les gens que il faut se séparer d'Excel pour prendre un logiciel de commission. Donc ça passe par beaucoup de bah, comment dire d'apprentissage aux prospects. En fait, on leur fait réaliser que c'est un sujet important. Euh, donc ça se joue souvent en fait dans le premier rendez-vous du cycle de vente qui est la discovery, qui est pareil pour moi le plus important. En fait, le début de la discovery, c'est là que la vente se joue. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut leur faire comprendre que c'est bah, un sujet qui mérite d'être en haut de leur liste de priorités, parce que sans ça, ils perdent de l'argent. Et ça passe par bah, leur expliquer que et leur faire réaliser en fait tout simplement parce que c'est déjà le cas, mais que par exemple les commissions c'est le premier investissement go-to-market qui est fait dans une boîte. Si je Ouais, prends l'exemple d'une boîte B2B, voilà, Doctolib par exemple, bah, ils ont plusieurs centaines de commerciaux. Ils dépensent un montant de commission qui se compte en dizaines de millions tous les ans.
Et ça doit être vraiment le premier investissement qu'ils font pour acquérir des clients. Et souvent, dans beaucoup de boîtes, c'est géré sur des fichiers Excel, ce qui a plein de désavantages. Ça frustre les commerciaux, alors qu'on sait que les bons commerciaux, ils regardent tous les jours leur commission. Donc c'est pas un sujet sur lequel il faut les frustrer, parce qu'un commercial qui performe bien et qui part, ça coûte très cher. Et puis aussi, ça enlève l'effet premier des commissions, qui sont de motiver les commerciaux, en fait, de les pousser à faire des actions en échange d'une carotte qu'ils ont en permanence en argent. Et quand c'est géré en fait sans aucune visibilité pour le commercial, qu'il est obligé de faire des calculs sur le coin de table, qu'il y a toujours des erreurs, ou qu'en fait il va découvrir sa commission sur sa fiche de paye en fin de mois, ça perd complètement cet effet premier des commissions, qui est de motiver les commerciaux et pas de les frustrer. Donc en fait, une fois que bah, les entreprises et les gens en fait qui gèrent ça, qui gèrent les commissions, soit les directeurs, directrices commerciales, les sales ops dans les boîtes réalisent ça, ils réalisent en fait qu'ils sont en train de perdre de l'argent aujourd'hui dans la manière qu'ils ont de gérer les commissions. Et en fait, c'est vraiment cet enjeu-là, Ouais. voilà, qu'il faut leur faire comprendre en discovery. Ouais, tu utilises finalement une des méthodes les plus importantes dans la vente, c'est de leur montrer la douleur de ne pas collaborer avec vous. Et là, il y a un épisode sur les héros de la vente avec Marc Richard où on explique notamment comment quantifier cette douleur. En Mmh. expliquant finalement l'argent que vous perdez à ne pas avoir de stratégie sur le revenu de vos business développeurs. Donc c'est vraiment une technique importante à avoir quand tu veux développer ton activité, et peut-être une des premières choses à laquelle former tes équipes qui vont vendre ton produit. C'est ça. En fait, c'est ça, ça se base sur un biais cognitif, qui est que les gens ont plus de douleur à perdre 10 euros qu'ils ont du plaisir à gagner 10 euros. Bien sûr. Et ça, c'est d'autant plus important dans ce contexte où on rentre un peu dans le monde des startups, dans une période de sobriété, Ouais. où chaque investissement va être regardé à la loupe par le CFO. Et voilà. Et du coup, il faut convaincre que, en fait, aujourd'hui, le statu quo, donc ne pas changer et rester dans la situation, par exemple, de gérer ses commissions sur des Excel, ça fait perdre X centaines de milliers d'euros à la boîte, et que c'est pas une situation dans laquelle ils peuvent se permettre de rester. Si on leur dit que ça va leur faire gagner 200 000 euros, ça va moins leur parler, en fait. Ouais, tu as parlé Donc, de biais cognitifs, ouais, c'est l'aversion à la perte en fait. exactement, c'est ça. Et du coup, pour parler aussi du marché à évangéliser, quand on arrive justement en fait et qu'on a tout le marché devant soi, il y a quelque chose qui est important, c'est de bien cibler et d'aller, disons, chasser ou d'aller pêcher les bons poissons en fait aux bons endroits, parce que on a beau être le meilleur pêcheur du monde, c'est-à-dire être le meilleur sales qui s'est entraîné à toutes les techniques de pêche, avec la meilleure canne à pêche aussi du monde, c'est-à-dire avoir le bon produit en fait qui va attirer les poissons. Le plus important, ça reste au départ, quand on a le choix vraiment d'aller n'importe où, en fait, d'aller choisir la rivière où il y a les bons poissons qui vont mordre, et où il y a assez de poissons aussi. Et parce que voilà, en fait, on peut pêcher 1 heure dans une rivière où il va y avoir 100 poissons qui sont prêts à mordre, on va avoir plein de résultats. On peut pêcher 10 heures dans une rivière où il y a que 10 poissons qui mordront jamais, on aura 0 résultat, quoi. Okay. Donc voilà. Et donc pour ça, la première chose que j'avais fait, moi, c'est tout simplement regarder les clients qu'avait signé Antoine, faire les points communs qu'il y a entre tous ces clients. Et pareil, ça vient un peu de la loi de Pareto, c'est-à-dire concentrer 80% de ses efforts sur le 20% des clients qu'on peut attaquer, qui ont plus de chances de nous apporter des résultats. Ouais, écoute, merci pour cette analogie avec la pêche. Ouais, Alors, j'ai essayé de la construire en même temps que je te parlais. moi, souvent, je Mais parle de table de poker, c'est-à-dire tu peux choisir une table de poker où finalement les joueurs sont très forts et même avec des bonnes mains, ça va pas marcher. Et inversement, aller à une table de poker où les joueurs ce sont des débutants et avec des cartes dans tes mains qui sont pas terribles, tu peux remporter la mise. Ça va nous amener à la concurrence.
avant de parler de la concurrence, effectivement, je crois comprendre avec votre portefeuille client que vous avez aussi, vous êtes concentré plutôt sur des boîtes, on va dire start-up, scale-up, plutôt dans la tech. Ça, c'est une méthode où finalement, tu peux te dire, ces boîtes-là, elles ont envie d'innover. C'est ce qu'on appelle les fameux early adopters. Donc, ils ont plus tendance à tester des solutions jeunes que, par exemple, des grands groupes du CAC 40 où ça va être un enfer pour rentrer dans leurs achats. Et donc, comme tu dis, il faut choisir la bonne mare, la bonne rivière La bonne table de ou la poker. bonne table de poker avant d'aller te frotter à tes clients et tes concurrents. D'ailleurs, est-ce que vous avez aujourd'hui des deals où il y a des concurrents et comment tu gères ça? Ouais, bah en effet, ça nous arrive d'avoir des deals qui sont concurrentiels, pas sur tous les deals, Ouais. mais donc on a des concurrents en France, on a des concurrents aux US, bah voilà, dont je t'ai parlé, qui sont un peu plus avancés que nous. Bon, ça nous arrive plus rarement de les croiser quand même. Et en fait, là-dessus, du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une notion importante, c'est que ça nous sert, au final, ça nous sert que ces concurrents soient là et même en fait qu'ils soient là sur les deals qu'on joue. Pour reprendre des métaphores, des analogies, il y en a une que j'aime bien, c'est, je sais pas si tu connais le Coca, la machine de Coca que tu mets dans une université. Non, vas-y, explique. Ça va me dire Bah quelque alors, chose, mais vas-y. alors en gros, c'est tu mets un distributeur de Coca dans une université et elle vend 100 canettes par jour. Et donc le lendemain, tu mets à côté, juste à côté de cette machine de Coca, un distributeur Pepsi. Et du coup, maintenant, la question, c'est combien vont vendre, comment vont se répartir les ventes des 100 canettes entre les deux. Est-ce que ça va être plutôt 50-50, 70-30? Ouais, tu peux imaginer que ça va. Tu n'as pas forcément une répartition pour les deux machines. Pourquoi tu as peut-être plus de ventes pour les deux machines? Ouais, c'est ça en fait la réponse. C'est que tu as plus de ventes pour les deux machines et en fait tu auras 150 ventes, disons, pour les deux machines. Ok. Qu'en fait, Coca, ils vendaient 100 euros, enfin 100 canettes tout seul. Le fait que Pepsi arrive à côté, bah, en fait, ça leur profite parce que ils vont en vendre 150. Chacune des deux machines va en vendre 150 et en tout, ils en vendent 300. Parce qu'en fait, la question devient plus, quand tu passes devant la machine, est-ce que j'ai soif et est-ce que j'ai envie d'un Coca? La question devient juste, est-ce que j'ai envie d'un Coca ou d'un Pepsi? Et donc, du coup, bah, ça, c'est hyper important sur un marché à évangéliser, où, comme je disais, c'est pas forcément encore évident, ça le devient de plus en plus, et là, on sent qu'on a de plus en plus de traction. Euh, mais c'est pas forcément évident en fait qu'il faut utiliser un logiciel de commission et se débarrasser d'Excel pour payer ses sales. Et le fait qu'on soit plusieurs du coup à évangéliser ce marché, ça nous aide vachement quoi. Et oui, Et du coup, c'est sûr que quand tu es. Bon, tu as la fameuse théorie de l'océan bleu où tu pas trop de concurrents, l'océan rouge où tu as beaucoup de concurrents. Mais c'est sûr que s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc tu peux aussi. Ça te permet de te challenger, voir les bonnes pratiques. Ça fait aussi plus de gens qui parlent de ce sujet sur les réseaux. Et puis, enfin voilà, tu peux aussi. La concurrence, ça te permet aussi de te faire appeler par des gens qui veulent un deuxième devis, tu vois. c'est ça exactement. Ouais, exactement. En fait, ça peut être des deals qui sont initiés en fait par d'autres concurrents, qui vont se faire un prospect en fait, qui va se faire démarcher par un de nos concurrents, puis ils vont au moment où ils veulent choisir faire un benchmark et nous interroger nous aussi. Et c'est comme ça que ça nous apporte des clients quoi. Mais après en effet, bah, pour gérer ces deals-là qui sont concurrentiels, pour parler plus de méthode sales, bah, en fait moi je suis convaincu déjà que bah, il faut connaître les forces de son produit. Et encore une fois, tout passe par le début du cycle de vente dans la discovery, de bien comprendre avec le prospect euh, bah, pourquoi il a envie d'installer un logiciel de commission, quels vont être ses critères de choix, et bien les challenger, ces critères-là. Et ensuite, bah, faire les démos et la suite des échanges les plus personnalisés possibles pour montrer que c'est nous en fait qui répondons le mieux à ces critères 1, 2, 3. Et en fait, c'est comme ça qu'on gagne un deal face à la concurrence. Ok, très bien, D'au- Jocelyn. D'autres choses importantes, c'est aussi de montrer que
hyper envie et qu'on a on est ceux qui avons le plus envie de travailler avec eux. Et puis aussi rendre les choses faciles pour les prospects en fait. En tant que sales, ça c'est un ami qui s'appelle Clément Regaggioni qui est chez Salesloft aussi, qui m'a conseillé ça. Apparemment ils disent beaucoup ça chez Salesloft, c'est en fait en tant que sales il faut être celui avec qui c'est le plus facile de traiter. Donc faire des canaux de communication qui vont faire que dès que le prospect a une question et qu'il a le moindre petit doute dans sa tête, en fait il sait qu'il peut te contacter et avoir la réponse dans les 2 minutes. Ok. Et ça aide vachement. Ok. Écoute, Jocelyn, on arrive à 40 minutes d'interview. On va bientôt passer aux questions de la fin. Peut-être on peut conclure sur peut-être les bons tips que tu as eu pour à la fois le recrutement des premières personnes et ensuite l'organisation de la répartition des tâches. Est-ce que voilà, tu as quelques tips comme ça à la volée je te demande un exercice pas facile, mais des choses Ouais. que tu as vues comme ça avant qu'on passe aux questions de la fin. Ouais. Bah, pour reparler de la prospection et en fait surtout de comment attaquer le marché, bah, ce qui a été hyper important, c'est quand Simon, notre premier gros, donc qui est arrivé en janvier, est arrivé. En fait, on a construit une segmentation du marché. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a défini justement quelle était la bonne table de poker à aller attaquer et en définissant des critères. Donc nous, nos critères, par exemple, c'est la géographie, le nombre de sales qu'il y a dans l'entreprise, le fait qu'ils soient matures sur les outils qui sont utilisés et en particulier en fait leur CRM, parce qu'en fait on va se connecter au CRM pour récupérer les données de vente et calculer les commissions. Donc c'est grâce à ça après qu'il nous a construit en fait un bon pipe et qu'on est sûr qu'on est assis à la bonne table de poker. Et aussi, donc, il a installé Outreach, par exemple, qui permet, on en a un petit peu parlé, mais qui permet d'être multicanal. Dans les autres, pour aller rapidement, dans les autres bonnes pratiques que je recommande sur le recrutement, c'est au début, en fait, d'une startup early stage, c'est hyper important de recruter des personnes par son réseau. Donc, le premier cercle de personnes qu'on connaît, il s'épuise vite, mais souvent, ça peut être dans le deuxième cercle. C'est-à-dire en fait des personnes qu'un ami à nous connaît, et quasi toutes les personnes qui sont chez Cobra là ont été recrutées comme ça. C'est un des meilleurs moyens de recruter et d'être sûr en fait qu'on a des personnes voilà qui sont des tueurs, parce qu'en fait on a un avis d'un ami de notre premier cercle qu'on connaît, et puis aussi ça assure en fait qu'on recrute une personne qui va être dans la même culture que nous. Donc ça c'est assez important. Et voilà, du coup, aujourd'hui, là, comme je disais, on est une vingtaine. On est du coup 5 premiers sales. Donc là, il y a Astrid et Brian qui nous ont rejoints juste avant l'été. Ouais. Et Alexis et Gauthier qui nous ont rejoints cette semaine. Donc on est 5 sales, 5 en full cycle pour l'instant. Comme je disais, c'est important au départ que tout le monde dans les premiers sales fasse tout le cycle de vente avant de recruter des SDR. Voilà, du coup, ça arrivera peut-être en début d'année prochaine pour scinder le cycle de vente en deux et justement être sûr d'avoir tout le temps des rendez-vous qui sont envoyés par les SDR. Ça évite un peu cet effet accordéon dont on parlait au début. Mais voilà, là, l'enjeu là sur ce dernier trimestre, c'est d'avoir tout le monde dans l'équipe qui close et qui prouve qu'on a en fait un système de vente qui est réplicable. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci Jocelyn pour toutes ces infos, ces conseils. Alors je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp Les Héros de la Vente. J'ai sollicité 6 experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de ventes. Donc on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc je vous mets toutes les informations du bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions
Et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. On va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. J'essaye là aussi de faire des petites questions nouvelles parce qu'il faut se renouveler de Ouais. temps en temps. Bon, une question classique que beaucoup de podcasteurs posent à leurs invités. Et il va peut-être falloir qu'à un moment je la change. Mais en termes de contenu, est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs? Yes, j'imagine que les gens parlent souvent de livres. Donc je vais parler peut-être de personnes que je suis sur LinkedIn. Ouais, ça c'est, tu vois, Et, c'est une bonne chose, c'est original. ouais, et que j'aime bien vraiment, en fait, qui donnent des conseils presque tous les jours qui sont incroyables à chaque fois, justement, qui permettent de tester plein de choses. Ouais. Parce qu'il y a un truc, j'avais pas répondu à tes questions au tout début, euh, mais je l'ai pas esquivé. En gros, c'était pourquoi on gagnera à te connaître. Parce que justement, j'aime bien tester ces choses-là, tu vois. J'aime bien être un hacker un petit peu. Et il y avait un truc qui avait fait pas mal marrer quand je prospectais, c'est j'avais testé d'appeler tous les gens qui ont qui avaient le même nom ou le même prénom que moi, donc qui s'appelait Jocelyn Ah, ou pas mal. Jobert. Et bah, c'était marrant parce qu'en fait, c'était vraiment juste un hack. En fait, ça crée un lien direct et ça permettait de prendre des rendez-vous comme ça, quoi. Pas Et mal. donc, du coup, ceux qui donnent des conseils vraiment à tester comme ça tous les jours, bah, c'est Nick Segelski, un AE chez Pave Ok. aux États-Unis, voilà, qui donne toujours des bons conseils. En fait, j'ai l'impression c'est ça qu'ils ont un peu de l'avance sur ce qu'on peut faire en France. Ouais. Et du coup, voilà, ça donne des bonnes idées. Et Josh Brown aussi, qui poste régulièrement et qui fait des super vidéos aussi, qui sont assez marrantes C'est sur la prospection. c'est un barbu, c'est ça? Ou... Non, c'est pas un barbu, Non, c'est un autre, ok. il est brun. Ok. Et ouais, je te conseille de regarder ses vidéos, tu verras, tu vas te marrer. Il a un style bien à lui. Ok. Et, Je vais regarder ça. ouais, on apprend toujours des trucs avec lui, quoi. Puis après, on avait parlé des biais cognitifs aussi, ça me fait penser. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette chaîne, mais sur YouTube, il y avait une chaîne qui s'appelait Science Étonnante Ok. et qui avait fait une série de vidéos justement sur les biais cognitifs. Donc, il parlait des 10 biais cognitifs principaux et j'avais trouvé ça incroyable et c'est ça en fait qui m'avait aussi donné envie de faire de la vente. C'est la psychologie humaine que je trouve fascinante et le fait de jouer justement avec des petits tricks comme ça, euh, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, la version à la perte. C'est hyper intéressant et du coup, Science Étonnante, il avait fait une série de vidéos YouTube où il expliquait à chaque fois en 10 minutes un biais cognitif et comment l'utiliser, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait 2 épisodes là sur les neurosciences dans la vente et un sur la psychologie, donc ceux qui sont intéressés par ces thèmes, n'hésitez pas à les Ouais, écouter. c'est des sujets passionnants, je trouve. Ok. Bah, écoute, merci Jocelyn. Il nous reste, là aussi, on va devoir accélérer. Il nous reste 5 minutes pour les 4 dernières questions, donc non, t'inquiète pas, si on déborde, On c'est va pas faire grave. succinct. Ouais. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident au quotidien? Alors pour les outils, j'en parlais dans ce cas que de deux. On Ouais. parlait des Français voilà, pour soutenir Ouais. l'écosystème. C'est Mojo, tout simplement, hein. Je pense Ouais. que maintenant ils sont assez connus, mais indispensables. C'est vraiment incroyable pour faire ses rendez-vous et puis surtout, en fait, là chez Cobra, on personnalise vraiment à 200% l'espace de démo en créant en fait un compte avec les plans de commission exacts des personnes qu'on a en face. Ouais. Et ça, en fait, sans Mojo, je pourrais pas le faire parce que là, le call est enregistré. Ça me permet du coup d'avoir, après, quand je le réécoute, exactement les plans de commission, toutes les petites nuances. Et après, quand je présente la démo et que le plan de commission est paramétré exactement comme il existe chez eux, ça fait vraiment un effet waouh, quoi. Donc rien que pour ça, et puis pour progresser, pour la formation, justement des nouveaux qui écoutent les Mojo, c'est indispensable. Puis il y a un autre outil que j'aime bien qui est Leadjet. On utilise pour ajouter en un clic en fait tout simplement des contacts dans le CRM, c'est assez bien fait. Ok. Votre CRM, c'est? C'est Salesforce. Ok. Donc, Ça marche. euh, donc voilà, HubSpot, Salesforce,
que j'ai déjà utilisés, qui sont des super CRM. Là, on avait pris Salesforce parce que on se connecte souvent en fait à Salesforce chez nos clients. Du coup, D'accord. Ouais, vous on vouliez voulait en maîtriser, ouais. interne bien maîtriser Salesforce. C'est ça. D'accord. Écoute, il me reste 3 questions. Donc, est-ce que tu vois des challenges dans la vente ou des opportunités pour les prochaines années? Dans la vente en général, du coup, dans Ouais, le métier de vendeur, ça. c'est ça. Je pense que c'est sur la prospection Ouais, que ça peut être amené à évoluer dans les années à venir. En fait, on va revenir sur peut-être ce qui se faisait avant, c'est-à-dire de la prospection physique de plus en plus, ou en tout cas vraiment de ultra personnalisation, parce que en fait aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a 5 ans, ça marchait de prospecter par mail. On pouvait prendre beaucoup de rendez-vous comme ça. Aujourd'hui, les boîtes mail des prospects sont inondées et ça devient de plus en plus dur. Euh, le téléphone, ça devient la même chose. En fait, aujourd'hui, tout le monde utilise Casper, Lusha et démarche par téléphone. Donc, je pense qu'on va vraiment arriver à, à revenir aux bases, c'est-à-dire de la prospection physique, de l'ultra-personnalisation en envoyant peut-être des lettres, des cartes, euh, voilà, ouais. des choses où en fait on va cibler de moins en moins de personnes, mais faire des touches ultra personnalisées. Ouais, là aussi, on avait fait un épisode avec Manuscrit sur innover dans la prospection. Et Manuscrit, c'est une solution pour créer des lettres Mm. écrites avec des robots. Donc, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui l'a écrite, mais c'est des robots. Vraiment. Ouais, donc voilà, il y a ce genre de solution qui va apparaître. Je suis d'accord avec toi, il va falloir toujours innover pour être créatif et se démarquer. Écoute, très bien, Jocelyn, 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir? Et si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu invites qui? Alors pour la compétence, je dirais être plus challenger dans le sens, je sais pas si tu connais le livre Challenger Sales, Ouais, mais encore une fois, pour moi, c'est le plus important et d'autant plus dans cette période, la première étape de la discovery, c'est le moment où il faut challenger les prospects, aller vraiment au bout des impacts et oser en fait leur poser les questions pourquoi, pourquoi c'est un problème pour eux, pourquoi c'est un problème pour leur business, pourquoi c'est un projet qu'ils auraient maintenant plutôt que n'importe quel autre projet qu'ils pourraient avoir. Et en fait, c'est vraiment ces réponses-là qui vont être les clés du deal. Donc voilà, c'est une compétence qui est tricky à avoir parce qu'il faut oser en fait être challenger. ouais. Mais voilà, si je pouvais avoir cette compétence, disons, à 100%, voilà, je suis convaincu Bah, que ça ça va serait le arriver, mot. hein. Tu t'y travailles dessus, tu l'as en tête. Exactement, Avec l'expérience des rendez-vous, c'est ça. ça va le faire, hein. Et du coup, qui je conseillerais d'interviewer sur ce podcast? Je dirais Robin Philibert. Ok, Donc c'est un ami d'Aircall ouais. qui est en train de monter une boîte maintenant avec d'autres amis et voilà, j'en dis pas plus, mais c'est aussi pour aider les équipes commerciales. Et Robin, il fait pas mal de posts sur LinkedIn aussi qui sont top Ok. sur des conseils qu'il a de son expérience chez Aircall. Il était team lead là-bas, donc des conseils pour les BDR, pour les AE. Ouais, j'ai Donc l'impression vraiment qu'il y a top. une sorte de mafia Aircall là qui est en train de se créer parce que j'ai eu deux rendez-vous là avec des anciens d'Aircall qui sont en train de créer leur boîte toujours dans la sales tech. Mm. J'ai l'impression que Ouais, il y a plusieurs teams d'Aircall qui sont en train de monter des boîtes, ouais, mais du coup, c'est celle de Robin et Dan, ok, d'un ami à moi qui s'appelle Léonard, qui est leur CTO. ok, Là, qui sont en train de travailler dessus. J'en dis pas plus parce ok, que ils sont en train de construire le produit. ok. Mais ouais, je te Ben, conseille de l'inviter. C'est assez intéressant ce qu'ils font. ça veut dire que les deux que j'ai rencontrés, c'est deux autres boîtes, donc ça veut dire que tu vois, Ouais, il y en a encore une autre. il y C'était a peut-être Praise, celle que tu as rencontrée, non? ouais, ouais, Et Praise et Site. Site, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. C'est la mafia Aircall aussi, j'ai l'impression. Incroyable, incroyable. Bah écoute, on va suivre tout ça. Ils passeront dans le podcast avec plaisir. Jocelyn, merci beaucoup. Comment on fait pour te joindre sur LinkedIn? Sur LinkedIn, Jocelyn Jobert, du coup. Yes. Voilà, c'est le plus simple. Ok, bah écoute, merci pour ta disponibilité. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez des business développeurs dans votre réseau qui se posent des questions sur leur gestion de carrière et si tout simplement la vente vous passionne. À bientôt, Jocelyn.
Faites belles ventes. Merci Alexandre. À bientôt. Allez, salut. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros-de-la-vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.